Ok, bon, bonsoir à tout le monde. Donc, moi, je vais vous présenter la suite. On va reprendre ce qu'a fait Alexis jusqu'à présent et on va le transformer en configuration Puppet. Alors, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà fait du Puppet? D'accord, un petit peu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par présenter Puppet et ensuite je vous montrerai la conf qu'on a utilisée et qu'est-ce qu'on a fait, comment tout ça, ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Donc aujourd'hui, Puppet et l'intégration avec Vagrant. Qu'est-ce que Puppet? Alors, c'est un outil qui permet de gérer la configuration des serveurs et de s'assurer que les serveurs soient mis en conformité. Donc, c'est un produit qui est open source. Ils ont aussi une version qui est entreprise, payante. L'outil est développé en Ruby. Donc, à partir du moment où on a une stack Ruby qui est installée sur la machine, bah, ça fonctionne. Ça fonctionne généralement avec, avec tous les OS aujourd'hui. Ça va du Linux à du Windows à du macOS. Donc il y a les agents pour tous ces systèmes-là. Le principe de fonctionnement, donc on a un ensemble de fichiers qui vont décrire l'état dans lequel on souhaite avoir notre serveur. Et à partir de ce moment-là, on va publier ces fichiers-là sur un Puppet Master, un serveur qui va gérer en fait un ensemble de nodes, donc les agents qui sont installés sur les serveurs qu'on va vouloir mettre en conformité. Pour ça, on va utiliser un principe de ressources. Donc dans Puppet, on va décrire, donc ils ont un DSL qui permet de décrire toutes les ressources qu'on va utiliser. Donc on va définir le type. Pour chaque ressource, on va avoir un titre, un ensemble d'attributs et des métaparaméteurs. Donc c'est des attributs un petit peu spéciaux qui sont génériques pour toutes les ressources. Et donc le principe dans Puppet, c'est qu'une ressource est unique. Donc on va faire l'association entre le type de la ressource et son titre, donc et son nom. Ça va nous générer un ID et Puppet va vérifier que cet ID-là est unique dans toute sa configuration. Sur la base de toutes les ressources qu'il aura créées, il va générer un catalogue qui va être poussé ensuite sur chaque agent. Et l'agent va lire ce catalogue-là, va vérifier s'il est bien en conformité et appliquer la configuration. Donc une ressource, ça ressemble à ça. Donc on va définir le type de la ressource, le titre de cette ressource et un ensemble d'attributs. Donc là, par exemple, pour une ressource de type fichier, on va lui dire qu'on veut aller écrire un fichier, que le contenu de ce fichier-là, ça va être je suis le backend 1, qu'on veut s'assurer que ce soit un fichier de type fichier, qu'on l'affecte avec le groupe wdata, l'utilisateur wdata et le mode Unix qui est celui-là. On a la possibilité, par exemple dans le cas d'un fichier, d'aller chercher des fichiers qui sont externes à Puppet, qui sont soit présents sur le serveur, soit sur un répertoire distant, soit directement dans Puppet. Donc Puppet fournit un serveur qui permet de pousser des fichiers. On ne verra pas ce soir, ce n'est pas le but de la présentation. On a la même chose, par exemple, pour installer un package. Comment est-ce qu'on fait? Justement, en mettant package, le nom du paquet, et on assure qu'on lui demande de s'assurer qu'ils sont installés. Puppet fournit un paquet de types par défaut. Après, on a la possibilité de créer soi-même ses propres types, ou ensuite de regrouper donc, tous ces types-là sous forme de classe ou de define. Donc il y a une petite différence entre les deux. Les classes, et on a une troisième source pour regrouper tout ça, qui sont les modules. Les classes, en fait, on va pouvoir déclarer une classe uniquement, on va pouvoir instancier une classe uniquement une fois sur chaque nœud. Donc sur chaque agent, on va pouvoir déclarer qu'une seule fois la classe. On peut avoir des classes qui sont paramétrables, donc on va pouvoir lui définir un certain nombre d'options, mais ça ne peut être fait qu'une seule fois, à nouveau. Il y a une notion d'héritage qui permet de faire des classes un peu plus spécialisées. Donc par exemple d'avoir une structure pour installer un Apache, d'avoir une classe Apache et d'avoir une classe un peu spécifique par serveur,
par type de serveur, donc pour du Red Hat, pour du Linux, pour du Debian, pour du Windows, pour du macOS, donc de faire un peu des classes un peu différentes. Et au niveau d'un nœud, on va l'instancier soit avec le mot-clé include, soit avec le mot-clé classe. Donc ça donne une classe, donc ça se définit comme ça. On va avoir donc le nom de la classe, le mot-clé classe, le nom de la classe, et ensuite tout ce qu'elle va contenir. Donc ça, c'est une classe relativement simple qui nous fait juste un apt-get et l'installation d'un Apache 2. Comment ça s'instancie? Ça va s'instancier de cette façon-là. L'autre façon, donc avec des classes paramétrables, donc on va avoir le nom de la classe à nouveau, des paramètres qu'on va pouvoir utiliser, avec des paramètres qui sont obligatoires, où quand on va devoir instancier la classe, il va falloir lui passer le paramètre, et le texte et des paramètres avec des valeurs par défaut. Et donc on peut à nouveau inclure une autre classe et par exemple reprendre notre fichier qu'on avait créé tout à l'heure et lui dire je veux rajouter ce texte-là et lui passer aussi en paramètre le nom du backend. Comment est-ce qu'on va l'instancier? De cette façon-là, le nom de la classe et avec une petite erreur dans mon code, mais avec le nom, là c'est backend name, avec le nom qu'on avait défini tout à l'heure. Je vais reprendre le backend name qui est là. Donc c'est quand même assez limitant, mais Puppet fournit une autre possibilité qui s'appelle les define. Ça va plutôt correspondre à ce qu'on a l'habitude dans un langage, ça va être des fonctions, des procédures, ça va être ce genre de choses. L'avantage, c'est qu'on peut l'appeler plusieurs fois par nœud, les instancier plusieurs fois sur des nœuds. Là aussi, comme les classes, elles sont paramétrables. Donc par exemple, on va juste faire un define d'un fichier. Et comment est-ce qu'on récupère les paramètres, donc je vais montrer plutôt la suite. Comment est-ce qu'on appelle un define? Donc le nom du define avec le titre qui est ici, et si on a des paramètres, on peut les définir de cette façon-là. Derrière, c'est utilisé dans Puppet, donc je reviens en arrière. Le titre qu'on a passé, ça va être instancié dans la variable name qu'on va pouvoir utiliser à cet endroit-là. Parlant de variables, donc vous avez vu qu'on pouvait créer j'ai créé des variables, que j'ai fait des appels à des variables un peu partout. Alors ce qu'il faut savoir dans Puppet, c'est qu'elles sont scopées, donc elles ont on ne peut pas les utiliser en dehors d'un certain scope. Il y a un certain nombre de contraintes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les surcharger dans les classes héritées. Une fois qu'elles sont définies qu'une seule fois généralement. On ne peut pas les redéfinir après. On peut les appeler, les utiliser avec leur nom complètement qualifié. Donc par exemple, si on les a définis dans une classe, on peut les appeler en préfixant le nom de la classe, le nom de la variable. On a des systèmes de conditions avec donc 3 types de conditionnement. Type selector, case, if else. Donc ça ressemble à ça. On va définir une variable et puis on va lui passer donc point d'interrogation, et en fonction de ce qui est contenu dans cette variable-là, si c'est Debian, je vais lui mettre ça. Si c'est Ubuntu, je vais lui mettre telle variable. Même chose pour les sélecteurs, donc c'est un peu la même chose, c'est le même truc mais un peu plus compliqué. Là on va faire des expressions régulières pour retourner des informations différentes. Et on a un mot-clé qui est default. Si on n'a si on n'a aucune de ces conditions qui est validée, on retourne un paramètre par défaut. Donc le même principe avec les cases, ça ressemble à ça. Sauf que dans un case, on peut faire soit de l'affectation de variables, soit des appels directement à des services, par exemple, ou à des appels à d'autres ressources, donc inclure d'autres ressources. Le cas du if then else, c'est relativement simple. Donc on va vérifier notre condition. Si elle renvoie true, on fait ça. Si c'est false, on fait l'autre condition. Simple quoi. Dans Puppet, on a la possibilité d'utiliser des tableaux.
donc ils sont utilisables uniquement dans les ressources. Alors, on n'a pas la possibilité malheureusement de faire de boucles. Donc on ne peut pas prendre un tableau et boucler dessus pour faire des actions. Alors il y a des moyens un peu détournés pour y arriver, mais par défaut, ce n'est pas le cas. Donc un tableau, ça va être comme ça, donc on va le définir avec un crochet, le nom de les paramètres qu'on lui passe. Et donc on peut lui passer donc, soit, par exemple là dans le titre, mais on peut lui passer dans d'autres, vous verrez d'autres exemples, on va le passer ailleurs. Puppet fournit un certain nombre de... Donc utilise ce qu'on appelle Factor, qui est un projet indépendant, qui permet de remonter les informations de Puppet, les informations au niveau de l'host, du nœud, de remonter ces informations-là pour les utiliser ensuite dans les scripts qu'on aura définis. Donc on a la possibilité de définir nous-mêmes nos propres facts, c'est-à-dire que si on veut remonter une variable bien spécifique dans un cas particulier, on peut le définir. Donc soit on a plusieurs méthodes pour faire ça, soit sous forme de script Ruby qui est poussé par Puppet, mis dans les bons répertoires et on récupère ces informations-là. Soit au niveau, si c'est juste des variables texte, on peut les mettre sur les dernières versions dans un répertoire donné dans Factor et ce sera lu automatiquement et on nous remontera l'information. Donc ça peut être soit du script bash, soit ça peut être d'autres modes de scripting. Donc ça va nous retourner un certain nombre de variables qu'on va pouvoir réutiliser derrière. Donc par exemple, je ne vais pas l'avoir là. Non, je ne l'ai pas là. Si je l'ai. Par exemple, ça, la variable hostname qui est ici, c'est une des variables qui est remontée par Puppet, par Factor dans Puppet. Donc on va en avoir tout un tas, comme par exemple le type d'OS sur lequel on est installé, les utilisateurs, enfin pas les utilisateurs, mais les interfaces réseau qui sont configurées, les adresses IP des interfaces réseau. Donc c'est vraiment du spécifique à chaque nœud qui est remonté dans Puppet. Pour définir des fichiers, on va avoir donc un système de templating qui est basé sur la syntaxe ERB. Donc on va avoir donc, notre template. On va définir donc il y a un système de syntaxe, donc je ne rentre pas forcément dedans parce que ça peut être assez compliqué. Mais en gros, là, on va juste pour tout ce qui est dans la variable port, tout ce qui est dans la variable listen, on va la mettre dans la variable port, on va boucler dessus et afficher, créer les entrées là-dessus. Et on va par exemple là afficher le résultat de la variable servername. Alors on a possibilité de faire des dépendances entre les ressources. Donc par défaut, Puppet fournit, quand on compile un catalogue et qu'on l'applique sur un nœud, on n'est pas certain de l'ordre dans lequel ça va se passer, dans lequel il va appliquer les changements sur le serveur. Mais on a la possibilité de plus ou moins des dépendances entre chacune des ressources avec deux façons. Donc soit en mettant des mots-clés, des métaparaméters comme require, before et subscribe, qui vont permettre de dire je veux exécuter ça avant ou ça après. Et le mot subscribe va faire en fait on va souscrire aux modifications d'un fichier. Donc si le fichier n'est pas modifié pendant qu'on fait tourner Puppet, il n'y a rien qui se passe. S'il y a une modification, on déclenche l'action de l'autre côté. Et on a la possibilité d'avoir aussi des chaining arrows qui permettent d'ordonner aussi de manière un peu plus visuelle. Ce qui donne en exemple, donc je reprends le même exemple que tout à l'heure, donc je vais exécuter apt-get, je vais l'exécuter avant de faire l'appel au package, l'installation du package, et par contre je veux, avant d'écrire mon fichier,
faire appel, enfin dépendre du paquet Apache qui m'aura créé le répertoire 3W. On a la possibilité, donc on a vu qu'on avait des classes, on avait des define. On va regrouper tout ça généralement sous forme de modules qui vont avoir plus ou moins une unité fonctionnelle. Donc on va faire des petits modules assez simples la plupart du temps, donc pour définir par exemple pour gérer Apache ou pour gérer Postgres ou MySQL. Donc on va avoir des modules un peu spécialisés. Donc ils vont regrouper tout ce qui est classe et define, tout ce qui va être template et les fichiers qui sont spécifiques. Tout ce qui peut être type qu'on aura défini et les facts qu'on aura créés aussi. Donc ça va être poussé ensuite sur les nœuds. On peut embarquer des méthodes de test unitaires. Donc ça, il y a des outils qui permettent de faire passer des tests pour s'assurer que les modules sont corrects, enfin que les classes fassent bien ce qu'on leur a demandé. On peut gérer des dépendances entre les modules. Donc là, il y a des commandes sur Puppet qui permettent de faire du chargement de modules et de gérer les dépendances entre eux. Et on a la possibilité aussi de pousser sur une forge les modules qu'on aura définis. Donc Puppet fournit la forge ce forge-là avec tout un tas de modules déjà existants. Donc normalement, avant d'en écrire un, on peut aller voir ce qu'il y a là-dessus et les charger. Et donc on va avoir par exemple des dépendances entre certains modules. Donc si je prends celui-là, ils ont un fichier descriptif qui permet de dire, ben voilà, on dépend du module stdlib. Il y a d'autres composants dans la stack Puppet qu'on va pas voir, enfin que je ne vais pas avoir le temps de présenter, qui sont Hiera qui permettent de gérer des configurations un peu spécifiques. Donc Hiera, c'est un système, enfin c'est un projet aussi à part de Puppet, qui est fortement intégré dans l'outil, qui permet de définir des... Alors comment l'expliquer ? Permet de compiler un ensemble de paramètres sous forme hiérarchique. Donc par exemple, on peut découper on peut avoir des configurations différentes, par exemple si on est sur plusieurs data centers, sur plusieurs régions différentes. Donc on peut définir des fichiers, un ordre dans lequel il va appliquer les modifications. Donc on peut avoir un fichier commun, un fichier dans lequel on va avoir les variables pour la région France et pour le data center 1 ou le data center 2. Si c'est les mêmes, s'il y a que c'est défini que dans la version commune, il va prendre celle-là. Et sinon, il va appliquer il va fusionner et prendre la hiérarchie la plus basse, la variable correspondant à la hiérarchie la plus basse. On a PuppetDB qui est aussi un projet indépendant qui permet de stocker les configurations et les rapports qui sont générés par Puppet. Ça fait les configurations, donc on peut créer dans Puppet quand on a des relations entre plusieurs nœuds, par exemple un load balance, des agents, des serveurs Tomcat qui vont exposer des ressources qu'on va ensuite consommer sur un frontal. Donc par exemple dire voilà, je mets trois backends en Tomcat, je vais les installer et je vais demander à ce que Apache vienne se configurer pour aller taper sur les Tomcat qui sont sur mes autres hôtes. Donc il y a des relations de dépendance entre les deux. Ça, c'est stocké dans PuppetDB et c'est géré par des ressources exportées. On ne le verra pas ce soir non plus. Et mCollective qui permet de piloter, c'est un bus d'événements qui permet de piloter entre autres Puppet et d'exécuter des agents donc pour savoir qu'est-ce qui se passe sur les machines, savoir les services qui sont lancés, il y a pas mal d'utilités. Et une des utilités qui est assez intéressante, c'est d'utiliser mCollective pour piloter Puppet, pour demander à passer Puppet quand on a fait des grosses modifications sur tous les nœuds. Mais il va le faire de manière intelligente en séquençant les nœuds les uns après les autres. Alors, l'intégration avec Vagrant. On a deux façons de faire, donc soit avec un Puppet Apply, qui va en fait, un Puppet Apply ou Puppet Agent. Donc il y a deux méthodes de provisioning. Le Puppet Apply, en fait, on va lui donner un répertoire par défaut et dans la conf Vagrant, on va lui donner le répertoire dans lequel il y a notre configuration Puppet et il va l'appliquer à partir de là en lançant la commande Puppet Apply. Donc ce qu'il faut, c'est que sur les nœuds,
enfin sur les autres vagrants, on est le Puppet on est un Puppet agent qui soit installé. C'est un des prérequis pour pouvoir utiliser ça. Ce qui fait que ça donne au niveau de notre configuration, donc tout à l'heure on a vu le provisioning avec du shell, mais là on peut avoir le provisioning avec justement Puppet. Donc ce qu'il va faire dans ce cas-là, donc au niveau du provisioning Puppet, donc je remonte mon répertoire. Donc dans mon vagrant file, je vais avoir, donc j'ai fait plusieurs exemples, un avec le provisioning Puppet directement. Donc là, ce qu'il va faire, il va chercher par défaut dans le répertoire manifeste, à la racine du répertoire, enfin où se trouve le fichier vagrant, il va chercher un fichier qui s'appelle default.pp. Donc là, par exemple, je vais définir un nœud qui va s'appeler backend 1, et je vais lui demander de faire un apt-get, de faire un apt-get pour installer Apache 2, et de nous mettre le fichier, enfin de créer le fichier HTML à cet endroit. Donc c'est le même script qu'on a vu tout à l'heure en shell, sauf que là il a été puppétisé. Donc si je fais mon vagrant up, donc là je me retrouve à nouveau avec plusieurs VM, donc je vais démarrer mon backend 1. Comme tout à l'heure, il va charger la config, il va charger la box. Et il va nous appliquer, il va nous faire le provisioning Puppet. Sauf que là, ça ne va pas marcher. Justement parce qu'on a un problème d'ordonnancement au niveau des ressources. Donc Puppet va passer, et on va avoir une belle erreur bien rouge, en disant qu'il n'arrive pas à trouver le répertoire /var 3w. Il ne peut pas créer ce répertoire-là parce qu'il n'a pas été créé. Pourquoi il n'a pas été créé? Parce que Apache n'a pas été installé et qu'on n'a pas fait au préalable le apt-get update. Donc je vais attendre qu'il finisse. C'est toujours un peu long. C'est les dieux d'Internet ou c'est les dieux de Puppet? Non, c'est Dieu d'Internet là. Là, c'est Internet qui... C'est plus que les dieux d'Internet. C'est bon. Donc là, il a fini de faire notre apt-get update et il devrait faire normalement l'installation d'Apache. Ah, les dieux d'Internet ne sont pas avec nous. Hein. Voilà, donc il nous a bien installé l'Apache. Donc si je vais voir sur mon serveur perdu, j'ai l'Apache par défaut d'Apache. Si je refais passer, donc si je relance comme tout à l'heure un vagrant de provision une deuxième fois, je vais commenter. Non, je l'ai mis. Là, il est forcé. Je force l'exécution au départ. Là, je le commande parce que sinon, on en a encore pour 5 minutes. Merde. Donc, si je relance,
Là, cette fois, il a détecté que le serveur Apache est déjà installé. Et hop, il me remet le fichier. Donc si je rafraîchis, hop, il me met bien, je suis le backend 1. Super. Si je me connecte dessus, et que je modifie par exemple mon fichier, je suis par exemple le front-end. Donc là, c'est bien pris en compte. Que je quitte et que je relance le Vagrant provision, Puppet va repasser, va voir que le fichier, c'est pas le même, qu'il n'y a pas le même contenu, et il le remet à jour. Voilà. Si ça avait été le même fichier, il n'aurait pas changé. Donc là, il nous dit ce qu'il a fait. Donc il a appliqué le backend, il a modifié le contenu. Enfin, il a détecté que le contenu avait changé par rapport à ce qu'il avait. Donc il se base sur une empreinte MD5 pour faire ça. Si là, je le repasse, il ne va rien se passer. C'est quel niveau qui est indiqué que pour les prérequis, tout ce qui est du Apache, il doit repasser systématiquement, puisque c'est déjà installé. C'est-à-dire Tu as commenté la partie required. Oui, alors ça, c'était l'exemple pour tout à l'heure. Pour dire, voilà, si je décommande ça, que je drop ma box, que je la recrée à nouveau, donc ce que je vais faire. Non, parce que ça, à mon avis, on va peut-être se prendre une erreur, mais... Donc là, je kill complètement ma box, je la supprime. Je la réimporte, je ne vais pas faire la pt get update. Théoriquement, ça ne devrait pas poser de problème. On va bien voir. La VM, elle est commune avec Puppet Master ou pas? Alors là, il ne fait pas appel au Puppet Master. Donc il va récupérer ce qu'il fait, c'est qu'il monte. Donc ça, je vais vous le montrer. Dès qu'il aura fini. Ouais. Il y a besoin de faire un apt get update. C'est pas à jour. Bon, on a une autre erreur. Du coup, comme il a essayé d'installer le paquet Apache 2 qu'il n'a pas réussi, il ne va pas plus loin, il ne cherche pas à installer, enfin, il cherche pas à créer le fichier. Donc c'est aussi un des avantages. Si ça plante avant, ça ne va pas plus loin. Donc il faut absolument que je laisse mon apt get update. Alors, par rapport à ta question, ce qui est fait là, c'est que Vagrant lance juste cette commande-là. Donc si je fais un Vagrant SSH, que je me mets en route, que je relance cette commande-là, il va demander à Puppet d'appliquer tout ce qui se trouve dans ce répertoire-là, donc dans le manifeste dir, et d'appeler en fait le fichier default.pp. Donc je peux le lancer à la main, ça aura exactement le même effet que ce qu'on a fait, enfin que ce qu'on fait avec le Vagrant provision. Donc si on fait un df sur la machine, on voit qu'il nous a monté ce répertoire-là, en plus du répertoire Vagrant qu'il a monté tout à l'heure. Est-ce qu'on peut le relier à un Puppet Master? Alors ça, c'est avec la deuxième solution, oui. Mais on la verra pas ce soir parce qu'il faut, enfin c'est un petit peu plus compliqué à monter une démo.
Alors le deuxième exemple que j'ai fait, on va le laisser tourner en attendant, c'est que cette fois on va aller un peu plus loin dans notre conf Apache et dans la conf de Vagrant. Cette fois on va lui dire d'aller chercher donc, dans le répertoire le manifeste qui se trouve dans le répertoire Puppet manifeste et d'aller chercher le fichier qui s'appelle demo.pp. Donc si on va ouvrir ce fichier, donc là on reprend la même chose, sauf que dans ce cas-là, j'ai fait des nœuds génériques. Donc là on va commencer à avoir dans Puppet des expressions régulières au niveau de mon nœud. Donc tout ce qui commence par backend quelque chose. Je vais lui appliquer la classe backend en lui passant comme nom le hostname. Ma classe backend, donc j'ai mon nom, j'ai mon texte, je suis le machin, histoire de faire un premier exemple, qui va nous inclure la classe Apache et qui va nous faire les deux dépendances entre les deux. Parce que c'est... Oui. On lui met plutôt backend name en bas, dans la classe. Tu as raison. Donc voilà, par rapport à tout à l'heure, là cette fois il a fini, il nous a bien fini tout le truc, il a bien installé le Puppet, il a bien fait on n'a plus d'erreur. Donc il suffisait juste d'ordonnancer un peu mieux les choses. Donc je vais le lancer à nouveau, donc c'est pareil, il va refaire la même chose, un provisioning, et il va réimporter la box, il va refaire le provisioning par-dessus. Je vais le laisser tourner. Pendant ce temps, je vais vous montrer le troisième démo, histoire de le faire en parallèle. Donc là, c'est pareil, sauf qu'on va faire un define. Notre classe de tout à l'heure, elle permettait juste d'être inclus une fois. Mais là, je voudrais par exemple, c'est un exemple débile, je suis d'accord, mais je voudrais pouvoir créer un fichier HTML, un qui s'appelle index.html et un deuxième qui s'appelle par exemple texte. Enfin, un fichier HTML2 qui me permette de mettre un autre texte. Donc là, dans notre define, j'ai une variable, j'ai une valeur par défaut pour le texte avec le nom qui est le nom que j'aurais exposé ici. Et je vais récupérer la variable globale hostname pour mettre le hostname de la machine. Donc je fais pour celui-là, et pour le fichier index.html2, index2 HTML, je vais changer complètement le texte et je vais mettre autre chose. Donc là, ce qui va être fait, c'est que le nom qui est ici, comme il faut que nos ressources soient soient les mêmes, soient uniques à chaque fois, donc je vais récupérer le nom qui est ici, et je vais m'en servir pour construire le nom de mon fichier qui se trouve là. Est-ce que c'est clair? Alors, pendant ce temps, il a fini de faire l'update. Et il a fini de nous créer la VM. Donc, c'est sur celui-là. Donc là, il m'a repris le nom de ma machine qui est « Je suis backend 2 ». Alors, le nom de ma machine, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais il est défini via ce paramètre-là sur Vagrant. Donc, j'ai le nom de la machine, je lui force le hostname. Donc, il va setter automatiquement le hostname de la machine. Sinon, il prend par défaut le nom de la box qui avait été créée. Donc j'aurais eu à chaque fois des Ubuntu 64, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais j'aurais eu des Ubuntu Precise Latest Puppet. Pas terrible. Et donc je vais lancer le troisième. Donc là pareil, pendant qu'il fait ça, je vais vous montrer donc la suite. J'ai un troisième exemple, donc avec cette fois le front-end, donc même principe.
Sauf que pour le front-end, je vais utiliser un module. Alors, ce n'est pas un module que j'ai créé, je ne me suis pas embêté avec ça, j'en ai récupéré un. Donc, le module en question, c'est le module qui permet de piloter Nginx. Et ce module-là a deux dépendances à deux autres projets, donc Concat et stdlib, qui sont des projets maintenus par Puppet Lab. Et donc un module, c'est structuré comment? Donc on va avoir pour chacun des modules un fichier qui s'appelle module file, qui contient en fait le nom, le titre des modules et les dépendances qu'il a avec les autres modules. Donc il va faire des dépendances transitives. Donc si ce module-là dépend de stdlib, quand on va lancer la commande puppet module install avec le nom du module, il va nous charger nous installer tous les modules correspondants. On va avoir un répertoire manifeste, et dans ce répertoire manifeste, on a obligatoirement un fichier qui s'appelle init.pp, qui est en gros l'équivalent du main du module. Ce fichier-là va nous définir la classe Nginx avec, comme on le voit, tout un tas de paramètres. Et des paramètres qui sont des variables donc, complètement qualifiées, qui correspondent en fait, et mince, donc qui correspondent en fait au fichier qui va s'appeler param.pp. Donc on a la possibilité de créer une hiérarchie au niveau de nos classes, donc en rajoutant 2 points, 2 points et le nom du fichier qui est derrière. Donc par exemple, si on veut une classe, c'est une convention de nommage. Le fichier init.pp, généralement, il reprend en nom de classe le nom du module, donc Nginx. Et ensuite, on peut avoir d'autres classes un peu plus spécialisées qui font un certain nombre d'actions. Par exemple, ça, c'est une des conventions de Puppet de définir tout ce qui est paramètres global pour le module, qui vont être ensuite référencés dans le module lui-même. Donc, pendant ce temps, lui a fini et il m'a créé, donc on voit bien là, tout en bas, qu'il nous a créé donc, le fichier index2 et index.html. Donc si je retourne cette fois sur mon backend 3, je suis le fichier HTML. Et là, il nous dit je suis le fichier index.html2 du backend 3. Donc il reprend le texte que j'ai défini tout à l'heure. On va avoir aussi donc, dans notre module tout ce qui est template, donc pour définir des fichiers par exemple de configuration. Donc on va par exemple vouloir définir un vhost. Voilà. Donc si je reprends l'exemple de tout à l'heure, le vhost, le serveur pour tout ce qui est variable listen, donc qui est une variable sous forme de tableau, il va la parcourir et il va créer une entrée à chaque fois. Donc ça, c'est utilisé. Donc au niveau de notre manifeste, on va avoir normalement une classe qui va être correspondre, qui s'appelle la classe vhost, qui est plutôt un define vhost. Et donc là, on a notre tableau avec les différents ports sur lesquels on va écouter. Donc maintenant, je vais le lancer. Donc je reviens à ma conf de départ.
Donc là, j'ai repris le même fichier que tout à l'heure pour tous les autres nœuds. Mais ce que je vais faire, c'est que là, au niveau de mon front-end, donc un nœud un peu spécial, je vais lui demander d'installer Nginx, de redéfinir comme on a fait tout à l'heure, donc un localhost, et surtout de définir les backends qui sont là, qui correspondent à mes adresses IP de mes serveurs. Donc on va le laisser tourner. Ah ben non, il a fini déjà. Et si je vais sur mon backend, donc c'était la 10, il va se connecter au premier, et au premier. J'ai dû... Alors c'est... D'accord. Ouais, on va voir le fichier de conf Nginx. Donc là, il nous a bien défini le backend. Et il nous l'a mis dans le nginx.conf. Ah oui, je crois que c'est ça le... Voilà. Ah, il ne veut pas aller sur le 3. Bon. Voilà un peu comment ça s'utilise. Est-ce que vous avez des questions, du coup? Il se connecte systématiquement en route ou il utilise l'utilisateur Vagrant en lance peut-être via Vagrant? Bonne question. Je crois qu'il passe que par Vagrant, parce que les fichiers sont ensuite en Vagrant. Enfin, certains fichiers restent en Vagrant. Parce qu'en fait, de toute façon, Vagrant ne connaît pas le user root. Il existe, mais il ne connaît pas son mot de passe et il ne connaît pas sa clé SSH non plus. La règle générale, c'est qu'on a un user qui s'appelle Vagrant et il se connecte via sa clé SSH. Et il est sudoer, Vagrant est sudoer. Donc c'est comme ça que ça se passe. Je pense qu'il passe par le sudoer directement. Alors je ne sais pas s'il le lance via sudo ou pas. Je ne me suis pas penché sur la question. Mais il y a des fichiers qui restent encore en Vagrant après le passage de Puppet si on ne les a pas spécifiquement mis avec l'utilisateur concerné. Donc si je revire dans mes owners, je vire les wdata, il va me le mettre en Puppet. Enfin, pardon, il va me le mettre en Vagrant, avec l'utilisateur Vagrant. Oui. Par rapport quand il vérifie qu'il y a un package installé. Oui. Là, on a mis un flash 2, donc il sert à reconnaître le système de package qui est sous sa par rapport au système. Oui. Ouais, ça c'est Puppet qui fait ça. Il y a un certain nombre de package providers qui te permet d'installer justement le paquet pour ton OS, mais ça peut aller un peu plus loin que ça. Tu peux installer par exemple des gemmes via un paquet provider spécifique ou des PIP, des eggs via un paquet provider PIP. Donc tu as différents providers. Donc par défaut, il prend celui de Lost, sur lequel il tourne, mais après il peut en utiliser d'autres. Tu peux en définir toi-même d'autres si tu veux. Ah oui, donc ça peut être du apt-get, du yum. Ouais. Donc là, nous, c'est en fonction de la distribution, il est agnostique par rapport à la distribution. Dans l'exemple, il y avait apt-get qui était clairement tapé. Oui.
Oui, parce que là, je sais que c'était sur une distrib et c'est parce que la box n'est pas tout à fait à jour, donc du coup, les paquets ont un peu bougé. Et ce qui fait que si je ne fais pas le apt-get au tout départ, je me retrouve à avoir des erreurs au niveau au premier lancement. Donc je me retrouve avec ces erreurs-là, où il va chercher les paquets sur Debian, enfin sur Ubuntu, et il ne les trouve pas parce que les numéros de version ont changé. Donc c'est pour ça que je force l'apt-get au départ. Et il est systématiquement forcé à chaque fois que tu Ouais. lances pour le coup, vu que c'est une commande. Ouais, là, il exécute la commande à chaque fois. Alors après, il y a des moyens de s'assurer que ça a été lancé une fois par jour, par exemple. Enfin, il y a des mécanismes pour faire ça. Alors c'est un petit peu tordu, c'est un peu compliqué. C'est pas prévu du tout dans Puppet de faire ce genre de choses, de dire ben voilà, je veux que cette commande elle soit exécutée au moins une fois par jour. Il n'y a pas moyen de faire ça par un mécanisme, disons, lui faire comprendre, de mettre à jour tous ces packages par un mécanisme lancé par Puppet, qui serait donc agnostique à la VM. Non, non, t'as pas. Là, on force vraiment le lancement d'apt-get. Lui, ce que fait package, hop, la ressource package, elle installe un paquet suivant le système de packaging que tu as sur la machine. C'est tout. Donc si tu es sur une Debian ou un dérivé Debian, il va faire du apt-get ou du aptitude, il va choisir le meilleur, ce qui est le meilleur pour lui. Après, si tu es sur une Red Hat ou sur autre chose, il va faire du Yum, il va faire un peu tout le reste. Mais après, si je veux forcer par exemple là qu'il se remette à jour, qu'il aille chercher les dernières versions des paquets, qu'il remette à jour, qu'il fasse un apt-get update ou un yum update, je crois, ça, je suis obligé de le coder. Oui. Il n'y a pas moyen de moduler Oui, mais c'est spécifique pour Debian. du coup, tu veux juste faire un cas pour chaque. C'est un cas après, c'est un cas par OS. Donc après, tu peux faire des cas effectivement en disant si je suis Red Hat, je fais ça. Si je suis un dérivé de Red Hat, si je fais ça. Si c'est un dérivé de Debian, je fais ça. Je lance un apt-get ou je fais un apt-get update ou un yum update ou autre chose. En général, on n'a pas 36 versions, 36 districts de Linux. Ouais, on évite. On évite, en général. On évite chez nous. Pas chez vous. Ouais. J'avais juste une remarque. Par contre, avec cette solution, ça oblige d'avoir un agent Puppet sur chaque box. C'est obligatoire, oui. Alors, oui. Une question. Vous avez dit au début de la présentation que vous aviez mis en place Puppet lors d'un projet chez un client. Oui. Qu'est-ce qui a décidé, qu'est-ce qui a joué en la faveur de Puppet plutôt que le chef ou ça? Que ça fait 6 ans qu'on est sur Puppet. Voilà. Il n'y a pas de raison. Non, il n'y a pas d'autre raison. Qu'on a l'expertise sur Puppet et sur les autres technos, on les connaît pas encore aujourd'hui. Il y a des cas il y a des cas d'utilisation pour chacun d'eux, il y a des endroits où ils sont meilleurs que d'autres. Aujourd'hui, Puppet, ça répond à 99% de nos besoins et je ne pense pas qu'on ait besoin d'en changer. Après, il y a d'autres technos sympas, du Ansible pour justement déployer du Puppet, ça peut être pas mal. C'est un peu tordu. C'est un peu le problème. Ouais. Ça implique d'avoir du Ruby, du Puppet. Ouais. Quand on ne fait pas de Ruby par ailleurs, c'est pas génial d'avoir. On rajoute. Ouais, Ouais, non, après, on voulait essayer Ansible pour voir comment ça pouvait s'insérer dans ce qu'on fait. On n'a pas encore trop eu le temps de trop jouer avec, mais c'est sur la to-do list. Il y avait une autre question. On a vu quelques limitations en fait sur ce qu'on pouvait faire, quel contournement il fallait adopter quand on utilise Puppet. Oui. Avec d'éventuels rex sur d'autres technos comme Chief. Est-ce que ce sont des limitations qu'on ne connaît plus, qui ont été résolues Bonne question. Il n'y a
j'ai pas eu l'occasion d'assister trop à des règles sur les deux. J'ai utilisé Puppet et j'ai utilisé Chef. Lequel est le meilleur? Je faisais un retour comparatif entre les deux, Ouais, qui penchait plus pour Chef que Puppet, notamment sur le principe de fonctionnement, mais j'ai pu tellement les éléments de comparaison. d'accord. Qui étaient avancés. Je pense qu'il y avait il y a 2-3 ans, il y avait quand même pas mal de différences entre les deux. Je pense que Puppet est en train de rattraper un peu le retard qu'ils ont pu prendre à un moment donné. Et là, sur les toutes dernières, enfin la prochaine version, il y a quand même pas mal de nouvelles fonctions assez sympas. On commence à avoir un simili possibilité de faire de l'itération sur des tableaux. C'est pas encore ce qu'on peut imaginer, mais ça commence à s'en rapprocher. C'est un moyen détourné pour faire ça. Mais là, en fait, c'est vraiment de la déclaration. C'est voilà, je veux que ce soit dans tel état, je veux que ça fasse, que ce soit comme ça. C'est pas je vais passer sur la machine et puis je vais faire des boucles pour faire un certain nombre d'actions. C'est vraiment, je décris l'état dans lequel je veux que la machine se trouve et Puppet se débrouille par rapport à cet état-là de le remettre en conformité. Donc c'est vrai que ça limite, mais ça oblige aussi à avoir un autre état d'esprit. Donc du coup, les boucles, tout ça, on les oublie et au final, elles ne servent pas à grand-chose. Enfin, c'est un faux problème, au final. Je me demande si justement un des éléments de comparaison qu'on m'avait fourni, c'était que Puppet nécessitait de définir les règles de manière déclarative, alors que Chef permet de les définir de manière programmatique. Je me demande s'il n'y avait pas ça, qui permettait du coup Ouais. un peu plus de souplesse. Il y avait pas mal d'élimination. Hmm. Je crois qu'il y avait ça. Les D'accord. coups de chef, c'est du rugby. Comment? Les coups de chef, c'est du rugby. C'est pas une syntaxe pour PHA comme CFNG. Donc on peut, moi j'ai, par expérimentation, on peut un peu débugger plus facilement. Il n'y a pas à réapprendre une syntaxe pour PHA. Pas tout dire, je trouve. D'accord. On connaît déjà Ruby. Voilà. Oui, rugby. Pour quelqu'un qui connaît Ruby, vu que ça étend à la les DSL règles de Ruby, effectivement, je vais finir avec Webster après, D'accord. Chez vos clients, Oui. sur les postes de développeurs qui utilisent Vagrant, ça rentre pas trop. On n'a pas de clients qui... Enfin, je sais pas si toi, Alexis, tu as des gens qui l'utilisent. Vagrant avec Puppet, non. Vagrant, moi je l'ai utilisé avec des équipes de développement, ouais. Tu as des machines qui suivent. Ouais, mais ça, enfin, c'est effectivement un peu le problème de la virtualisation, c'est assez consommateur de ressources. Mais bon, là, j'ai un Mac qui est assez rapide, il y a un SSD et il y a 16 Go de RAM, donc ça tourne vraiment bien. C'est vrai que bon, c'est un frein. Enfin, c'était un frein, maintenant, c'est beaucoup mieux. Et puis les VM sont relativement légères aussi. Ça dépend de ce qu'on met dessus aussi. Ouais, ça dépend de ce qu'on met dessus. Quand même pas un roster ou une logique. Non, mais voilà, C'est vrai. si on reste sur du Tomcat ou du Node.js, on n'a pas besoin non plus d'une VM. Et après, ça ne veut pas forcément dire non plus qu'on va utiliser Vagrant pour son cycle de développement complet, mais ça peut être par moment pour tester pendant un petit moment et faire le reste du dev de manière plus classique, juste sur sa machine, sans VM. Donc c'est voilà, si on a une machine un peu moins costaud, ça va être une utilisation plus ponctuelle de Vagrant. Si on a une machine solide, bon, là on va utiliser les VM. Ça dépend. Vous avez essayé avec Docker ou pas? Docker, Ouais, c'est une autre alternative. Ceci dit, Docker, ça marche sous Linux. Donc il y a beaucoup de... dès qu'on est sous Mac ou sous Windows, il faut avoir un Vagrant qui dedans a Docker. Donc, Il y a des projets qui existent comme Boot2Docker qui te permettent de faire ça, mais alors j'utilise sur 2-3 projets, mais c'est pas encore, je trouve que c'est pas encore super au point.
L'exportation, enfin l'exposition des ports à l'extérieur, c'est pas encore ça. Tu sais s'il existe un plugin Hudson ou Jenkins pour vraiment Oui. lancer Oui. des VM pour faire les tests Il y a, et c'est un peu tordu, je crois. Ouais. Enfin non, si ça marche, non, ça marche très bien. Mais tu peux lancer ce que j'avais vu, c'est que tu pouvais lancer du VirtualBox dans du Amazon, dans du AWS. Et là, ça devient un petit peu tordu. Voilà, oui. Non, mais, Mais tu peux. Parce que globalement, pour faire du test particulier, Ouais, c'est ça peut- l'intégration du test dans les navigateurs type. Ouais, ça, je l'ai jamais fait, moi. Nous, on essaye de le mettre en place, mais justement, je pense que là, Vagrant, ça a une bonne plus-value dans le sens où c'est beaucoup plus simple que de monter des VM. Ouais, et puis surtout, on peut les détruire et les remonter Oui, le c'est ça. coup d'après. On se pose pas la question de Ouais. savoir si on a pourri complètement la conf, si on a laissé des traces. On repart vraiment de zéro. Donc, c'est bien. Alors là, nous, une utilisation qu'on en fait en interne de Vagrant, c'est pour tester nos confs Puppet. Donc tester tout le cycle de développement de Puppet, tout ce qu'on développe en Puppet, on le repasse sur Vagrant. Donc on teste en local, on a un Puppet Master, donc là j'avais commencé à en simplifier un, enfin en refaire un propre pour montrer. Donc là c'est une conf, le but c'était de montrer la conf avec du Puppet Master et des nœuds qui se connectent au Puppet Master. Mais j'ai pas fini de faire tout le truc et d'industrialiser complètement la plateforme. Donc c'est un peu, il manque un petit peu de temps pour vous montrer tout ça. Mais voilà, j'ai par exemple là sur le Puppet Master, je le provisionne avec les modules de base de Puppet. Et ensuite, je lui expose dans SRV Puppet Production. Donc j'utilise des environnements au niveau de mon Puppet. Et ça, j'exporte en fait mon répertoire Git. Enfin, j'ai un répertoire Git que j'exporte comme ça. Donc tous mes Puppets toute ma conf Puppet est dans un répertoire Git qui, quand il est poussé sur le Puppet Master, quand il est poussé sur le repo central, va se connecter sur le Puppet Master, me fait le download de la branche sur laquelle j'ai checkouté et me crée le répertoire et me fait le checkout de ce truc-là. Et ce qui fait que je peux ensuite tester sur les environnements ensuite, plutôt sur des machines physiques, de tester des environnements de test. Donc je crée une branche au niveau de Git, je pousse cette branche-là, et une fois que la branche est poussée sur le Puppet Master, j'ai l'environnement qui est défini. Et dans mes nœuds que je veux tester, je fais un -env égale le nom de mon environnement, enfin le nom de ma branche. Et ça, c'est auto magique. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir tester en local ma branche production, de tester un peu les 2-3 modifs que je veux faire avant de les pousser. Il y a l'intérêt à déclarer un nœud Vagrant dans le Puppet Master ou pas? Dans la carte de dev. Vagrant, c'est pour télécharger les modules et les stocker. Ouais, mais là, c'est plus pour tester des modules un peu compliqués qui vont, par exemple, comme je disais tout à l'heure, l'exemple où j'ai 3 Tomcat, ou n Tomcat. Ce que je vais faire, c'est que je vais exposer dans ma conf Puppet, je vais exposer ma définition de mon load balancer Apache, par exemple, au niveau de mon Tomcat. Donc dans mon nœud Tomcat, je définis la ressource que je vais exporter, et ensuite elle est exposée, elle est mangée par le load balancer, qui lui va dire je vais récupérer tout ce qui est load balancer, et je vais créer les ressources en local. Donc un vrai bout de config, ça donne ça. J'ai mon nœud j'ai tous mes nœuds pour ce client-là qui expose comme ça. Donc j'ai un Apache Load Balancer. Je lui définis le nom et les trucs AJP qui vont bien. Et côté, mince.
Et là, je viens collecter mes balancers. Donc c'est créé sur mes machines virtuelles et ensuite c'est poussé sur mon load balancer frontal. Donc si demain j'ai 3 à 4 nouveaux nœuds, ben, je les rajoute là-dedans et c'est parti. Et donc dans ce cas-là, je suis obligé d'avoir en local, plutôt que d'aller pourrir mon Puppet Master central et de pousser des confs à cet endroit-là, je le fais en local et je travaille que sur ma conf Puppet en local. Et donc j'ai besoin d'un Puppet Master en local. Plutôt que de me l'installer sur ma machine, je le mets dans une box Vagrant que je peux repackager, que je peux exporter, enfin je peux jouer avec, quoi. Et à partir de quand les agents vont chercher dans le Puppet Master? Alors chez nous aujourd'hui c'est lancé à la main, enfin c'est lancé via mCollective. Donc quand j'ai fait des grosses modifs, que je suis prêt à réappliquer ça sur tous nos nodes, je fais un mCollective Puppet, enfin je demande à mCollective de lancer Puppet sur tous les nœuds. Et on peut ordonnancer potentiellement? Il ordonnance le truc. Alors on ne peut pas forcément ordonnancer, il faut un petit peu plus d'intelligence pour pouvoir l'ordonnancer. On pourrait le faire, ouais. On pourrait le faire. Mais aujourd'hui on le fait pas comme ça. On le passe sur tout le monde et puis ça remet à jour les machines. À la limite, on le refait passer une deuxième fois, comme ça on est sûr que les ressources sont bien exportées et bien relues de partout. Les agents sont désactivés. Par défaut, ils écoutent. Par défaut, les agences sont désactivées et par défaut, ils sont lancés, enfin ils ne sont même pas cronés, ils sont lancés à la main par mCollective.